Je suis heureuse de passer tous ces beaux moments avec vous. En tout cas, ils sont beaux pour moi, j'espère qu'ils sont aussi pour vous. Aujourd'hui, c'est le webinaire 11, l'avant-dernier webinaire, avant qu'on ne termine. Et de quoi est-ce qu'on va parler? Communication orale, on va parler d'interaction langagière riche, approche plurilingue et on va découvrir des ressources. Alors, le but aujourd'hui, c'est de se donner des idées pratico-pratiques pour enseigner la communication orale et organiser le temps de communication orale dans nos salles de classe. Donc, si nous ne sommes pas en salle de classe, ça nous donne des idées pour les propositions que l'on peut faire à nos collègues que nous accompagnons. Donc, pour débuter, quoi de mieux que d'écouter quelqu'un qui a fait de l'enseignement de la communication orale son champ d'études, Christian Dumais, chercheur canadien, québécois, mais qui travaille aussi avec les curriculums de l'Ontario. Donc, on va débuter avec une activité dans laquelle on va l'écouter. L'intention d'écoute, c'est une petite vidéo de 5 minutes, moins de 5 minutes d'ailleurs, mais très riche. Donc, l'intention d'écoute, lorsqu'on va écouter M. Dumais, c'est de se poser la question, c'est quoi la communication orale spontanée? C'est quoi la communication orale préparée? C'est quoi les échanges riches? C'est une entrée en matière pour aller discuter de ces sujets-là. On va l'écouter et puis après ça, on va continuer et je vais vous présenter des ressources. Donc là, il est 15h05, 15h02, pardon, on revient à 15h07. Juste le temps d'écouter M. Dumais. Super, je vous remets le document dans le clavardage, juste au cas où il y a des gens qui viennent de se joindre, pour qu'ils puissent le retrouver. Allô, Patricia. Allô, Vanessa. Je sais pas pourquoi, mais moi, quand je lance la vidéo, elle ne démarre pas. Est-ce que tu es à Ottawa? Oui, Elle j'ai devrait. accès à la vidéo, mais je ne peux pas la lire. C'est bizarre. Clique dessus. Clique sur la grosse flèche. Il y a une grosse flèche que tu affiches. Clique dessus. Je l'ai Tu devrais. fait, j'ai cliqué sur la grosse, sur la petite, j'ai actualisé la page. Alors, je ne sais pas. Attends, bon, là, tu as Mariam qui te renvoie le lien dans le clavardage. Essaye de cliquer sur le lien qu'elle vient de t'envoyer. Ok, merci. Et là, je t'ai renvoyé le lien aussi.
Oral spontané, oral préparé, commentaire suite à l'écoute de Monsieur Dumais. Oui, Lucie. Oui, bonjour. Je suis assez d'accord que nos élèves parlent pas assez en salle de classe. J'étais impressionnante de voir le pourcentage du temps que lui a nommé, mais effectivement, il y a malheureusement, ce que je pourrais observer, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de préparation d'activités riches pour pratiquer l'oral. Voilà. Alors, Oui, oui, oui. Le constat est clair et puis oui, on se reconnaît, hein, on a la parlotte. On parle beaucoup, on laisse très peu de place à nos élèves. Oui, Déborah. Moi, j'aimais aussi le fait qu'il souligne que les élèves n'ont pas à être parfaits dans leur, tu sais, c'est pas une récitation, c'est pas quelque chose d'appris par cœur, mais c'est vraiment juste je montre que j'ai fait des recherches et voici ce que j'ai appris et que j'ai envie de vous partager. Oui, Donc ça, j'avais vraiment apprécié que ce soit souligné. exactement. Et justement, aujourd'hui, l'un des objectifs du webinaire d'aujourd'hui, c'est d'aller donner des stratégies en nous appuyant sur les travaux de Christian Dumais et puis de Lisanne Fontaine pour trouver comment insérer dans notre horaire cet aspect de l'oral, l'oral spontané, autant l'oral spontané que l'oral préparé. Et donc, dans le guide, la littératie dans toutes les matières, on a cette belle carte conceptuelle qui nous permet de faire la différence entre ce qu'est l'oral spontané et l'oral préparé et de quoi ça pourrait avoir l'air en salle de classe. J'ai Sylvie qui lève la main. Oui, Sylvie. Oui, je constate que par rapport à ce qu'il a dit, plus les élèves sont plus jeunes, quand je regarde par exemple en maternelle jardin première année, je trouve qu'on Oui, leur donne plus la parole, oui, oui, jusqu'en deuxième même. Et après ça, on dirait qu'on est plus dans l'écriture. oui, Il y a moins oui, l'oral spontané qu'on leur demande de faire. On leur demande beaucoup plus d'écrire qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple la veille. Mais après, on n'a pas beaucoup de chance de leur laisser partager ça en tant que tel. Alors que, par exemple, en première année, on met beaucoup d'emphase sur qu'est-ce qu'ils nous racontent, qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir, après l'école, ainsi de suite. Donc, oui, il y a plus d'oral spontané de cette façon. Mais plus on va plus loin, troisième, quatrième, ainsi de suite, il y a moins d'oral spontané. C'est oui, un constat, hein. oui, oui. Ah, oui, Néné, je vais te l'envoyer. Je vais essayer de t'envoyer la transcription tout à l'heure quand j'aurai un peu plus de temps lorsque les collègues seront en tâche synchrone individuelle, juste parce que ça me prend un peu de temps pour aller la copier-coller le transcript, la retranscription. Alors, pour revenir à ce que je disais, la cartographie, ici, la carte conceptuelle nous montre les activités qui peuvent permettre de travailler l'oral spontané et celles qui peuvent aider à travailler l'oral préparé. C'est d'abord quoi l'oral spontané? Alors, ce sont ces activités, et ces activités sont l'occasion pour les élèves de se consulter entre elles et de réaliser une tâche, par exemple. Ils échangent librement leurs idées, expriment leurs sentiments, leurs opinions, et comme il disait, ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est un brouillon en construction. Donc la personne qui parle, au même moment qu'elle parle, elle découvre ce qu'elle produit et elle s'ajuste au fur et à mesure que l'énoncé sort de sa bouche et que elle voit la réaction de ses interlocuteurs, elle ajuste son propos, elle ajuste sa diction, elle ajuste son élocution, son élocution. Ça, c'est de l'oral spontané et on peut le voir lors des discussions en salle de classe, des travaux d'équipe, de l'enseignement réciproque. L'oral préparé, c'est plus dans les débats, les balados, les présentations orales. Alors, ces activités sont l'occasion pour les élèves de démontrer leur connaissance devant un auditoire. Elles analysent un sujet en profondeur en faisant une recherche selon le processus exigé par la matière. Et puis, on a des documents sonores, visuels, audiovisuels qui sont encouragés pour appuyer leur message. Et ces activités requièrent un temps de préparation en dehors de la salle de classe. Et on a l'intersection entre les deux, quelque chose qui se trouve entre le spontané et le préparé. Ben, c'est la table ronde, le débat en triangle, les groupes d'experts, les cercles de lecture,
où oui, il y a du spontané, mais il y a aussi du préparé. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'on fait du préparé, souvent on va fournir à nos élèves du vocabulaire, des critères assez clairs sur ce qu'on veut voir. Mais est-ce que quand on fait le travail spontané, on ne pourrait pas aller chercher un peu de ce qu'on fait dans le préparé pour donner à nos élèves les outils ou créer la structure qui permet, oui, exactement, qui permet différentes productions dépendamment de si on fait l'oral spontané ou l'oral préparé. Donc, l'oral préparé, ça va être des choses beaucoup plus formelles. Alors, une des façons d'aller mettre en œuvre l'oral spontané en salle de classe, c'est la fameuse stratégie pense, parle, partage qu'on met souvent en œuvre, qui aide à faire de l'oral spontané. Donc, l'élève réfléchit seul à une question. Et ici, c'est une belle stratégie d'étayage pour nos élèves qui ont plus de difficultés parce qu'ils ont le temps de penser à ce qu'ils vont dire avant de l'énoncer et ça enlève un peu de stress. Ils ont aussi l'occasion, lorsqu'ils parlent, de le dire à une seule personne, dont c'est moins intimidant que de parler à toute la classe avant de le dire au grand groupe au moment du partage. On a la négociation orthographique. Alors, c'est un peu le même principe. On peut faire une dictée métacognitive ou dictée orthographe approchée, en fait, appelez-la comme vous voulez, mais c'est le principe est le suivant. Alors, je dis une phrase ou un mot, l'élève l'écrit seul. Ensuite, les élèves vont en équipe de 2 ou de 4 et puis ils vont négocier ensemble l'orthographe, la graphie qu'ils veulent retenir comme celle qu'ils vont présenter. Et par la suite, on a une mise en commun et ça permet non seulement aux élèves de pouvoir se parler, de parler de choses authentiques, de parler de choses significatives, de justifier et de ne pas seulement se limiter à des conversations, comment je peux dire, de oui et de non. Ils appellent d'autres habiletés en les rendant toutefois métacognitifs aussi. Donc, c'est des occasions, c'est des exemples. Une autre façon de le faire, ben, c'est la communication orale à la petite enfance. Et là, je vais devoir retourner un peu dans notre fiche d'activité parce que j'aimerais vous remettre maintenant en activité pour que vous alliez regarder comment est-ce qu'on peut mener des conversations spontanées? Je vous ai mis des outils. Le premier outil que je vous ai mis, c'est justement les propos incitatifs de COPE, la communication orale à la petite enfance, ce projet qui avait été initié par le ministère voilà plusieurs années. Je trouve que oui, c'était fait pour la petite enfance, mais ça reste très utile pour des élèves plus vieux. Alors, c'est une série de questions organisées en niveaux. Ici, les niveaux, c'est les niveaux d'habileté, mais aussi en niveau d'intention pédagogique. Alors, si on veut que les élèves expriment leurs idées, voici le type de questions que l'on peut poser si les élèves sont à un niveau 1. Et s'ils sont à un niveau 2, voilà des questions que l'on veut poser. Si on veut que les élèves apprennent à s'écouter, alors voici le type de questions que l'on peut poser. Si on veut qu'ils apprennent à écouter les autres, voici les types de questions que l'on peut poser. Donc, c'est une liste. Et si on veut montrer aux élèves des stratégies pour remettre en doute, alors, peux-tu clarifier, par exemple? Peux-tu préciser? On a des idées de comment demander des clarifications. C'est comme des phrases déclencheuses de parole, on va dire. Et pour nous, les adultes, comment moi je l'utilise? Tout à l'heure, je vous ai montré dans la diapositive l'image. Ce que je vais faire, c'est que et puis vous allez lire le texte tout à l'heure et vous allez pouvoir faire le rapprochement parce que c'est de là que j'ai tiré cette idée. Alors, les élèves, lorsqu'ils sont en train de jouer à l'extérieur ou lors d'une sortie scolaire, je prends des photos. Et par la suite, ces photos, ben, si elles sont imprimées ou pas, j'ai ma petite planchette avec mes questions qui sont collées à l'arrière parce qu'on n'a pas la chance de les retenir toutes. J'en ai que je préfère parce que je trouve que ça marche bien et j'ai mes 3 catégories. Et là, je tiens ma planchette et je suis capable d'animer la conversation sans avoir des trous de mémoire. Parce que la mémoire n'est pas toujours fidèle. Donc, moi, c'est la façon. Donc là, une image comme celle-ci qui a été prise lors d'une sortie scolaire est suffisamment parlante parce que là, on peut leur demander qui est-ce que tu vois sur la photo? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où étions-nous? Et ça fait des conversations beaucoup plus riches. Et tout à l'heure, vous lirez un texte de Dumais qui parle justement de cette stratégie, de ce texte-là que j'ai tiré, cette stratégie, et puis on fera le lien. Revenons en arrière pour vous présenter les ressources, parce que je n'ai pas fini avec les ressources. Donc ça, c'était la première pour mener les conversations spontanées. La deuxième, je vais vous donner un petit temps pour aller regarder les questions. La deuxième, c'est dans TEPALF, dans la trousse de communication orale, dans la tâche d'évaluation des acquis.
On a des guides, que ce soit au primaire, au moyen et à l'intermédiaire, pour mener une conversation spontanée avec des photos qui vont avec. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les photos, sinon vous allez les brûler, vous ne pourrez plus les utiliser pour vos évaluations. Par contre, les questions qui vont avec sont une belle marche à suivre pour encourager une conversation spontanée. Donc là, vous pouvez utiliser d'autres photos, d'autres images, même les images d'un livre, mais allez chercher ces questions, vous faire un petit référentiel pour vous aider à mener la conversation. Ça, c'est la deuxième ressource. Troisième ressource, bien évidemment, c'est on lit, structurer une conversation spontanée. Ici, ça nous, plus que des questions, ce n'est pas juste des questions, mais c'est plus la structure. Quelle structure la conversation pourrait prendre? Ouvre-toi, s'il te plaît. Alors, là, on a les étapes d'une conversation structurée. Donc, quelle structure est-ce que je pourrais donner à ma conversation spontanée? Donc, ça, c'est les ressources que je vous ai mises et je vous donne un petit 5 minutes, juste 5 minutes pour aller jeter un coup d'œil. Il est 15h18, donc là, à 23, on revient. Et Néné, ça me donne le temps de t'envoyer la transcription. Madame Patricia, Oui, c'est Ernest, oui. Est-ce que vous avez vu mon message? euh, je vais aller là. Attends, je la regarde. Oui, Oh, parce qu'on a... Oh, oui, mais il suis avec moi OK, au téléphone. Je mets sur le OK, haut-parleur et puis il peut écouter. d'accord, OK. Je vais lui envoyer un courriel. C'est parfait, OK, merci. c'est bon, merci.
Ok. Alors, je vais nous inviter à revenir, s'il vous plaît. Je voulais juste que chacun de vous puisse ouvrir le document, avoir juste une idée de qu'est-ce qui est à l'intérieur par lui-même et puis pouvoir y retourner aux besoins. Donc là, notre prochaine activité, et puis elle va nous prendre un peu de temps, mais elle est vraiment importante parce que dans cet article-là, c'est une mine d'or de suggestions. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce que M. Dumais propose dans cet article-là a été l'objet d'une recherche. Donc, ils ont essayé en salle de classe, ils ont testé pour voir s'il y avait du positif avant d'écrire cet article-là. Donc, c'est des idées, je pense, assez simples à mettre en œuvre. Donc là, l'intention de lecture sera d'aller puiser des idées pour favoriser la communication orale spontanée dans nos salles de classe. Mais je voudrais que vous portiez une attention particulière au groupe conversationnel et au type de regroupement. Donc, parce qu'il va parler de groupes conversationnels, il va parler de types de regroupements qui sont assez différents de ce qu'on a l'habitude de faire et qui peuvent nous questionner ou nous interroger. Et c'est intéressant. J'aimerais vous entendre suite à cela. Quelles sont les stratégies que vous avez fait ressortir de l'article? Et puis, c'est ça. Donc là, on va se donner un 20 minutes pour pouvoir lire cette ressource-là. Et quand on va revenir, j'aimerais vraiment qu'on fasse les choses dans l'ordre. N'allez pas dans les ressources que je vous propose tout de suite, tout simplement parce qu'elles sont complémentaires à l'article. Donc là, ensuite, je vous montrerai les ressources qui peuvent soutenir ce qu'on est allé trouver dans l'article. Et oui, c'est ça. Donc là, on se donne un 20 minutes pour avoir le temps de le lire patiemment et de le lire comme il faut. C'est 3 pages, hein. C'est pas un long article, vous savez, j'essaye de ne pas vous donner des choses longues à lire, mais des choses donc c'est 3 pages, assez facile à lire et c'est du pratico-pratique. Donc on a 20 minutes pour le lire et puis on se reparle tantôt. Je vais partager le lien directement Attends, il faut que je change de compte. Vous l'avez dans le document des activités, donc l'activité 2, 20 minutes, est juste là, mais je peux mettre le lien aussi pour ceux qui auraient des soucis techniques. Donc, on fait ça tout de suite. Partager, copier le lien, et puis voilà. Alors, on se dit à 15h44. Allô, Patricia. Oui, Oui, il y a Pascal par mon téléphone qui veut vous parler une seconde. Vous pouvez mais l'écouter? je lui ai envoyé le lien par courriel. Dis-lui que je lui ai envoyé le lien par courriel. OK, super, oui. Patricia, Oui, je pense qu'il n'a pas accès à son courriel via Monde. en fait, c'est que lundi, ça a fonctionné de cette façon. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter avec le courriel de son épouse. Donc là, ce que Oui, j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé le courriel, comment ça s'appelle, le lien de la rencontre. Et Mhm. là, il utilise le courriel de son épouse pour pouvoir se Oh, connecter. Vois-tu ce que je ok, veux dire? C'est ce ok. qu'il a fait lundi. Mhm. Oui.
Je viens juste de le faire. Oui. Je suis. Pas monsieur. Donc, Ok, mais c'est j'écoute, je peux pas avoir accès c'est pas si elle vous a entendu, là. Non, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il dit que maintenant, ça fonctionne pas avec le... Attends, je vais voir. Ok. Demande-lui s'il peut envoyer un courriel à Sylvie Castonguay Ok. pour le demander si elle peut l'aider à résoudre le problème. Tu as entendu, Pascal? Si tu peux envoyer le courrier à Sylvie Castonguay, mais tu peux toujours continuer à écouter l'information par le téléphone. Ok. Oui, c'est très bien, merci aussi. Je t'envoie son courriel, je lui envoie par courriel. Ok. Ah.
je vais vous inviter à revenir, s'il vous plaît. OK, ma question pour vous. Que faire pour stimuler l'oral spontané dans nos salles de classe? Quelles sont les suggestions? Avez-vous pu tirer quelques suggestions? On va les partager. Oui, Madeleine. Oui, Et ensuite, Vanessa. Et puis Ernest. Ce qui est ressorti pour moi, c'était comment faire les groupes et avoir des groupes en fonction des grands parleurs, des moyens parleurs et des petits parleurs. C'était intéressant, mais ça a du sens si tu y penses de regrouper en fonction de cela au lieu de la maîtrise du français. Oui, en effet. Et puis, juste pour le préciser, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres regroupements, mais quand on le voit dans l'article, ce qu'il précise, c'est qu'à ce moment-là, l'intention n'est pas nécessairement l'étayage par les pairs, comme lorsque l'on fait des groupes hétérogènes pour avoir l'étayage par les pairs, mais ici, l'intention est d'aller stimuler les élèves qui sont plutôt introvertis et qui vont jamais prendre la parole. Et les élèves qui ont plutôt la jazette facile et qui, des fois, vont prendre trop de place. Moi aussi, je plaide coupable, qui vont prendre trop de place pour qu'ils développent leurs habiletés d'écoute et puis d'attendre son tour. Et puis, c'est ça. Donc, oui, je trouvais ça intéressant. Et là, non, tous les regroupements doivent toujours être intentionnels. C'était quoi l'intention? Et puis ici, je trouve que c'est une belle intention, justement. La deuxième main, c'était Vanessa, Alvin, Parniane, Mélanie, Aïssata et puis Ernest. Moi, je pense que l'idée, comme j'ai eu plein d'idées que j'aimerais déjà mettre en pratique, mais l'idée qui m'a particulièrement intéressée, c'était celle de, te souviens-tu, où quand les élèves devaient partager ensemble quelque chose qu'ils ont déjà vécu, comme la sortie au musée ou quelque chose. Et après, 3 personnes sont pigées au hasard, donc tu as intérêt à bien écouter et à partager, parce que tu sais pas si c'est toi qu'on va tirer après. Et après, tu dois partager de mémoire ce que tu as écouté de ton camarade. Et je pense comme ça peut être pigé au hasard, ça peut être une activité où chaque fois que je sélectionne quelqu'un, la prochaine sélection, la personne ne sera plus dans la liste pour donner l'occasion à tout le monde de parler sans que la personne ne se sente indexée. La personne saura que tiens, si c'est moi qu'on prend aujourd'hui, c'est parce qu'hier, on a pris telle autre personne et que c'est moi qui restais dans la liste. Donc, chacun est préparé à parler. Et si tu n'es pas encore choisi, tu te prépares déjà même mentalement que c'est possible que ce soit moi le prochain. Plus la liste se réduit, plus tu comprends que mon tour n'est pas loin, il faut que je m'applique, il faudrait que je dise quelque chose, même dans ta tête. C'est vrai, ça crée un petit stress, mais même dans ta tête, tu commences à te répéter un discours que tu vas dire devant les pairs. Oui, oui. Merci pour le partage, Vanessa. Mélanie, non, c'est Parniane, Mélanie, et puis Aïssata et Ernest. Oui, donc en tout cas de mon expérience, pour les élèves qui ne parlent pas, on faisait un petit cercle de communication et j'avais un bâton de parole, comme j'ai inspiré Ah des oui, Premières Nations. Et oui. après, on s'assoyait par terre et chacun, quand il y avait le bâton de parole, était obligé de raconter ou quelque chose, ou de poser des questions et la personne ou l'élève doit répondre à mes questions. Donc, cela donne la chance à tout le monde de pouvoir participer et c'est une conversation spontanée, je trouve. Oui. En tout cas, et après la parole, on mettait en commun et s'il y avait des choses à corriger, quoi que ce soit, le débit, la fin, comment prononcer, l'intonation, on se parlait de ça en groupe. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup du partage. Mélanie, Aïssata et puis Ernest. Un peu comme les autres ont dit aussi, pour moi, les idées qu'ils ont dit avec peux-tu nous dire plus avec un élève qui prend la parole pour 2 minutes, puis ensuite les autres posent une question pour avoir plus d'informations. C'est un peu qu'est-ce qu'on fait déjà en maternelle jardin. Dans ma classe aussi, on faisait avant montrer raconte ou quelqu'un montre quelque chose, puis ensuite les autres posent des questions à propos de quelque chose qui sont importants pour eux. Mais maintenant, on fait
un peu plus moins formel, mais c'est bien parce que c'est quelque chose que l'enfant va partager, qui est en lien avec ses intérêts ou quelque chose qu'il veut parler, puis ensuite les autres posent des questions. Alors, ça veut dire qu'ils ont besoin de faire ce lien entre quelque chose qu'il connaît déjà, chercher ses connaissances antérieures, puis ensuite poser une question qui est parfois difficile, surtout avec les petits. Alors, voilà. Merci beaucoup du partage, oui. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant pour faire du pouce sur ton idée, le fait qu'on puisse parler de choses qui nous intéressent. Par exemple, ma dernière lecture, je pense que c'était l'exemple qu'il donnait. Et puis, je trouve que quand on parle des choses qui nous intéressent, on a plus de choses, on a plus de choses à dire parce que ça nous intéresse dans le fond. Oui, Aïssata, Ernest et puis Mariam. Oui, moi j'ai aimé la partie où ils disent que la communication orale et spontanée ne s'apprend pas, ça se pratique. Et il faut offrir du temps chaque jour pour allouer du temps pour le pratiquer. Et on sait que le curriculum là est très lourd, mais il faut qu'on trouve du temps pour vraiment la communication orale, c'est très important. Et étant enseignant de maternelle jardin pendant 6 ans, on faisait cope et on voyait comment les élèves développaient leur communication orale. Si on le faisait avec les autres classes aussi, ça serait formidable. Oui, c'est une belle. Et c'est pour ça que je le présente, parce que oui, c'était à la petite enfance, mais je trouve que de le transposer chez les plus vieux, ce serait juste génial, parce que ça ne ferait pas de mal. Oui, Ernest et ensuite Mariam. Oui, je vais juste ajouter mon point de vue. Je pense que la plupart des choses que j'allais dire ont été dites, mais c'est juste, je trouve que l'article fait vraiment une bonne apologie de l'expression spontanée qu'il faut vraiment développer. Je ne dirais pas au détriment, mais presque à la façon traditionnelle des présentations devant un public, et c'est pas vraiment une bonne façon d'exprimer ou de saisir la communication orale d'un élève, parce qu'un élève qui n'est pas vraiment, qui est un peu réservé, n'aura pas, c'est pas vraiment une bonne façon de mesurer sa communication orale. Oui. Et les stratégies que j'ai lues là, c'est vraiment tous des bonnes stratégies, mais je sais dans des classes qu'il y a des amis qui parlent trop, qui aiment bien s'entendre parler, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont les meilleurs communicateurs. Oui, oui. Alors, c'est vraiment un article que moi, personnellement, je vais relire et prendre ça comme une référentielle dans ma carrière d'enseignant. Merci. Merci beaucoup. Mariam et puis Stanislas. Bonjour, merci. Je voulais juste faire référence, comme Mélanie, je crois que c'était la première personne qui avait participé, par rapport à la simulation des élèves qui étaient introvertis. Bref, en gros, c'était pour faire un petit recoupement par rapport à l'importance de la connaissance de la profil de classe, au final, comme une base de données, comme une base de données pour la mise en place de tous ces petits groupes de travail. Qui permettent, même le bâton parole, en fait, on fait un espèce de regroupement de nos élèves dans le sens où ils peuvent partager, apprendre, comprendre, écouter et s'auto-gérer, en fait. On peut aller très, très, très loin avec ça. Donc, c'était juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ça. Voilà, en tout cas, merci. Merci, Mariam. Stanislas. Ouais, moi, j'ai juste retenu un élément qui me semble important. Oui. Je vois ça comme le rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsqu'on veut recevoir la parole de l'élève, il faut lui donner. Donc, il faut le mettre dans une situation de la parole. Il faut savoir quel thème on lui donne pour qu'il puisse me donner en retour. Alors, j'ai souligné le fait que cette étude décourage un peu la tendance que nous faisons tous à l'école, de demander à nos élèves chaque lundi matin qu'est-ce que tu as fait pendant les fins de semaine.
Ça, c'est la tendance. Nous pensons que tous nos élèves, pendant les fins des semaines, ils sont dehors, ils sont passés par là. Donc, au contraire, la majorité, ils sont à la maison. Ils font Mhm. rien. Alors, lorsque lundi matin, tu lui demandes de parler, tu crées la timidité, il ne va rien te Oui. donner parce qu'il n'a rien fait. Il ne peut même pas te dire qu'il n'a rien fait. Donc, c'est juste bouche bée. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention sur ce que nous demandons aux élèves de dire. Et il faut qu'ils soient en mesure de produire, de sortir. Donc, comme ils ont dit dans l'étude, la visite que la classe a faite à la bibliothèque, soit une sortie éducative, aller dans des choses comme ça, soit un spectacle à l'école, commenter. Là, ils ont du jus Mhm. voilà. Voilà ce que j'ai retenu. Merci. Merci beaucoup. Merci justement. J'aime beaucoup que tu mentionnes ce point-là parce que oui, ça peut être une grosse frustration pour certains de nos élèves. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais le faire, mais c'est d'avoir autre chose qui permette justement aux élèves de pouvoir avoir quelque chose à dire. Et oui, j'aime que tu le mentionnes. Merci beaucoup. Pour ce qui est des moniteurs de langue, oui, malheureusement, toutes les écoles n'en ont pas. Ils vont souvent prioriser les écoles. Le programme Odyssée va souvent prioriser les écoles en région, ce qu'ils appellent région éloignée ou région rurale. Mais c'est ça, c'est dommage parce que oui, ils sont en appui. Et je suis contente que ça a été mentionné parce que ça m'amène à vous montrer la ressource que j'ai jointe à la suite de cet article. C'est Pardon, ça s'appelle les déclencheurs de parole. Alors, Emmanuel Soucy et puis Christian Dumais ont mis sur pied, ont partagé la ressource sur un de leurs sites web. C'est quoi des déclencheurs de parole? Il s'agit de jeux éducatifs et du matériel, donc livres, dés, images, dispositifs d'enregistrement, souvent présents dans les écoles qui ont été utilisés dans leur fonction première et qui ont été adaptés afin d'amener les élèves à prendre la parole de façon spontanée. Donc là, c'est la banque de ressources. Et si je clique sur quoi? Sur la pochette, on a tous ça dans nos écoles, si on est à l'élémentaire. Alors, la pochette AD, ils nous font une suggestion d'activité qui peut être faite à partir juste de cet élément. Ou il y a d'autres choses qu'on a souvent dans nos écoles. Headbands, je pense qu'on les a. Bon, non, ça, on a moins dans nos écoles. Mais oui, par exemple, ceux-là, on peut les acheter, des petites pastilles d'enregistrement ou des pastilles pour, pour, pour faire des buzz, des pochettes, raconte-moi une histoire. Donc, il y a différents outils qu'on pourrait avoir dans nos écoles ou dans nos bibliothèques personnelles parce que je sais que les profs dépensent plein d'argent à acheter du matériel avec leur propre argent, mais ils donnent des idées pour faire des activités. Oui. Oui, Mélanie. Pardon, j'ai mis Ah, ça OK. par erreur, je voulais Ah, juste OK, d'accord, c'est bon, réagir. c'est bon. Et c'est beau, il n'y a pas de souci. Et là, ici, l'autre ressource, c'est juste une capsule, parce qu'on a vu dans l'article l'explication de comment est-ce qu'on peut faire de l'oral spontané. Et il disait dans l'article que lorsqu'on fait de l'oral spontané, ça nous pointe ce qui pourrait devenir des points d'enseignement de l'oral, parce que comme la prosodie, ça s'enseigne, l'élocution, ça s'enseigne, les stratégies de prise de parole, ça s'enseigne, les stratégies d'écoute, ça s'enseigne. Alors, justement, je pense que c'est sa thèse de doctorat et puis il a continué à développer l'outil. Il a publié un livre qui s'appelle Enseigner l'oral, c'est possible. Et dans cette capsule, il explique son dispositif d'enseignement qui est l'atelier formatif. Et donc, vous pourrez aller écouter parce qu'il explique c'est quoi l'atelier formatif. Donc, c'est en fait une structure d'enseignement pour aller enseigner les objets de l'oral. Et puis, oui, donc j'ai mis les deux ensemble, juste comme ressource. Nous allons continuer tout doucement et avancer vers le but. Aïssata, tu as pris la citation qui clôture cette section, justement. L'oral spontané en soi ne s'enseigne pas, il se pratique. Il est cependant possible d'enseigner au préalable ou à la suite de situations d'oral spontané des objets de l'oral. Donc là, on crée des situations où l'élève a le droit de produire son oral, son brouillon en construction qui est notre oral, mais ça nous donne des pistes
pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on pourrait aller enseigner à nos élèves de façon spécifique. Ici, c'est des éléments qui peuvent s'enseigner à l'oral, la forme, la fonction, le contenu, la phonologie. Donc, on revient avec nos éléments, nos compétences langagières, on retrouve les mêmes éléments. Donc, les mots et leur signification, les structures de phrases, les structures sonores de la langue, les intentions de communication. On revient à ceci, qu'est-ce qu'on peut enseigner à l'oral? Notre trousse TEPALF nous donne des éléments qui peuvent être enseignés. Je vous les redonner les tableaux qu'on utilise depuis le début. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être enseignées explicitement. Là, c'est une ressource qui date, mais je l'aime beaucoup parce que c'est un bon apprend que le centre des conseillers pédagogiques du Conseil catholique du Centre-Est, oui, ont mis en CECCE, avait bâti, oui, c'était bâti avec l'ancien curriculum, mais le contenu scientifique de la communication orale ne change pas, même si le curriculum change. Alors, ici, elles l'ont divisé en interaction verbale, expression et puis présentation orale. Donc, on est dans l'oral spontané, l'oral, on va dire, entre l'intersection entre les deux, et puis l'oral préparé. Là, on a les différentes activités qui travaillent chacune avec lesquelles on peut mettre en œuvre ces choses-là. Mais ce que je mets de vraiment fantastique, c'est que, par exemple, toutes les petites cases ici nous montrent les différents points d'enseignement de l'oral. Par exemple, j'applique les stratégies d'attention et d'écoute. Et là, on a une liste de ce qui peut être enseigné. Je redis dans mes mots le contenu, les éléments essentiels. Là, on a une liste de ce qui pourrait être enseigné. Je vérifie ma compréhension. On a une liste. Je réagis au message, ainsi de suite. Donc, pour chacune des composantes, on a des idées. Je trouve que ça reste d'actualité et ça pourrait être utile. Et bien évidemment, le vocabulaire est transversal. Alors, ça, c'est la petite diapositive qui nous parle justement de la téléformatif, la ressource que j'ai mise dans le document partagé avec vous. Là, maintenant, on passe à des ressources qui peuvent aller aider à travailler l'oral, à accompagner nos élèves qui peuvent utiliser à la maison. On a Moril de Radio-Canada qui permet, l'application Moril qui permet d'apprendre le français à partir de vidéos, à partir de programmes et puis d'autres outils. Donc, on a des audiobooks, des livres numériques. Patricia, désolée, des livres numériques pour pouvoir travailler la communication orale. On a sur le site de TV5 Monde, ce site gratuit pour améliorer facilement sa compréhension du français à partir de vidéos. Et puis, c'est organisé avec la classification du cadre européen de référence, donc A1, A2, B1, B2, donc les niveaux de langue. Donc, c'est cette ressource-là aussi. On a ceci, une perle, Babadada. Babadada, c'est un dictionnaire visuel. Alors, comment ça marche? Mettons que ma langue cible, c'est le français. Si je commence là, je clique, je peux aller avoir différentes thématiques et tout d'un coup, là, j'ai cliqué sur la thématique de l'école. J'ai un imagier en deux langues plurilingues. Là, c'est anglais et français. Si je clique sur la thématique, mettons, qu'est-ce que les élèves utilisent? Ben, on peut aller le salon, living room. Et puis, on a, oui. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne, ou la salle de bain, ou le restaurant, donc différentes thématiques avec, et puis on peut choisir la langue cible. Donc, je peux même partir du bengali. On va essayer. Et là, on a le dictionnaire bilingue. Donc, notre langue de départ pourrait être le mandarin. Et voilà. Et donc là, on a notre dictionnaire visuel. Notre dictionnaire visuel. Donc, ça, c'est la dernière ressource. Et puis, Rosetta Stone, ça prend un abonnement. Donc, je ne sais pas si votre conseil en a un. C'est Eric et Samuel qui pourraient me dire, mais je sais qu'il y a des conseils qui achètent la licence et puis on peut le fournir aux élèves pour aller apprendre la langue. Surtout, Patricia, oui. on en avait, mais on ne l'utilise plus dans notre conseil. Ah, OK, d'accord. OK. Donc, c'est ça. Donc, merci Stanislas, c'était les ressources que je voulais partager avec vous. Et Babadada nous amène à parler des approches plurilingues. Alors, c'est quoi les approches plurilingues? Alors,
c'est des approches qui mettent qui permettent aux élèves de s'appuyer sur le déjà là pour construire un nouveau savoir. Donc, on part des connaissances que les élèves ont dans d'autres langues pour faciliter l'apprentissage du français. Alors, afin que les élèves s'appuient sur afin que l'élève s'appuie sur ce qu'il connaît déjà, et qu'il s'engage activement dans ses apprentissages, il est important que le milieu scolaire reconnaisse et valorise son bagage linguistique antérieur. Il n'est pas nécessaire ni souhaitable d'oublier les mots connus dans d'autres langues pour apprendre de nouveaux mots dans la langue seconde. La mission de l'école est de permettre aux élèves d'apprendre et non de désapprendre. Ça, c'est Françoise Armand qui le dit. Donc ici, on voudrait que les élèves s'appuient sur ce qu'ils savent déjà pour apprendre le français. Et plus tard dans le webinaire, je vais vous faire écouter une vidéo qui met en lumière justement une, une pratique en approche plurilingue et on va en discuter après. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'alléger la charge cognitive, de donner du sens en reliant, oui, la communication orale. Oui, en effet. Ah, super, oui, OK. Merci, Eric. De renforcer le bien-être en valorisant l'expertise linguistique des élèves. Alors, souvent dans les approches plurilingues, et puis ça, vous le savez déjà, je l'ai vu dans vos tâches sommatives, certaines personnes me les ont nommées quand ils analysaient l'extrait de Bradley. Alors, on a le translanguaging. C'est une utilisation fluide et intégrée de toutes les langues de l'élève dans une même activité. On a le code switching. L'alternance de code, c'est de passage d'une langue à une autre dans une conversation ou une tâche. On a l'intercompréhension, mais c'est comprendre une langue grâce à la proximité avec une langue déjà connue. Et tout à l'heure, on va regarder une activité qui mise là-dessus. Donc, il y a une section de 20 minutes, mais ça vaut le coup d'aller regarder parce qu'on va le voir du pratico-pratique en slide de classe. Ce sera du concret, quelque chose que vous pourrez réinvestir tout de suite. Et puis, à la comparaison entre les langues, je vais vous montrer tout à l'heure une façon de comparer les langues justement pour aller apprendre quelque chose de spécifique en français. Donc, ça m'amène à la prochaine activité. Donc là, on va retourner à nos activités du webinaire. Je vais aller rapidement ouvrir le document et vous conduire à la prochaine activité qui va vous prendre 20 minutes. Mais je peux vous dire, ce sera un 20 minutes bien investi. Je fais mousser mon activité. OK, alors, c'est l'activité 3. Vous allez écouter la petite vidéo, les congénères anglais, vocabulaire, et puis qu'est-ce que cela vous inspire? Donc, c'est une pratique. On va voir comment ça se passe en salle de classe. Ça se passe dans l'ouest de la ville de Montréal. Et puis, c'est une activité qui a été filmée par le programme Elodil de l'Université de Montréal. Donc, je vous laisse 20 minutes pour la regarder. C'est une vidéo de 17 minutes, mais je vous laisse 20 minutes. Ça vous donne le temps de vous bouger un peu. Donc là, il est 16h07. On va se dire, on revient à 16h27. Et voilà. C'est dans le clavardage, Madame Patricia? Instant. Oui, c'est dans le clavardage. Attends, je vais afficher mon écran. Tu l'as à deux endroits. Je viens de le mettre dans le clavardage, mais tu l'as aussi ici. Activité 3. Si tu cliques sur le lien, les congénères, dans le document que j'ai partagé tantôt, tu l'as.
Mais le reste est noir. Non, ne change pas d'école. Ne change pas d'école. Ne change pas d'école, oui. Parce que la surintendante, qui est ma boss, c'est mon boss, Isabelle Turcotte, elle est... Samuel, on t'entend, s'il te plaît. Samuel? Attends un instant. Oui, Samuel, si tu pouvais fermer ton micro. Merci.
Et je pense qu'on devrait avoir terminé d'écouter la... Alors, je me demande ils ont observé un transfert vers l'écrit, j'imagine. Oh, ben, oui, 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 je pense que oui. Alors, je pense on va revenir tout doucement et puis on va faire le lien avec le petit tableau ici. Oui. Oui, justement, pour les personnes qui enseignent l'anglais, surtout anglais pour débutants, ça pourrait être une stratégie qu'on utilise dans l'autre sens, comme les élèves s'appuient sur leur connaissance du français pour pouvoir apprendre l'anglais. En effet. On peut l'utiliser à l'endroit et à l'envers, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais dans les deux sens, oui, en effet. Oui, Michel, tu as bien raison. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est comment je peux dire, on fasse des petits commentaires à l'oral. Je vais donner la parole à une ou deux personnes, juste une ou deux personnes, et ensuite, je vais faire le lien avec le petit tableau ici, ce tableau-là. La parole est à qui veut la prendre? Oh, vous êtes très silencieux. Oui, Lucie. Je plonge. Je veux juste dire que c'est une petite observation. Je trouve ça fantastique comme activité et certainement, ça pourrait valoriser les élèves qui peut-être se sentent pas compétents dans la langue, de savoir que finalement, ce qu'ils disaient, c'est que il y en avait beaucoup de mots, plus qu'ils pensaient qu'ils pouvaient se rapporter à la langue, les deux langues ici. Alors, voilà, je pense que ça peut valoriser aussi l'estime puis la motivation peut-être des élèves à apprendre la langue. Définitivement. Ils se sentent comme ils se sentent comme des petits experts. Ils peuvent expliquer et puis ils sont des experts dans leur langue de base. Et c'est bien de les mettre dans cette position, en effet. Ernest, ensuite Daniel Virginie et puis Mariam. Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo parce que à mon temps, parler anglais dans une école française, c'était comme tabou, hein. C'est comme on stigmatisait ne pas parler anglais. Mais on vient de voir qu'on peut se servir de l'anglais pour enseigner le français. Est-ce que c'est pas extraordinaire, ça? Oui, Alors, c'est comme juste enlever le tabou. L'anglais et le français, ce ne sont pas des ennemis, hein. C'est certainement que si c'était dans dans un milieu où le français domine et qu'ils sont obligés à prendre l'anglais, probablement qu'ils vont prendre des correspondances comme ça pour enseigner l'anglais. Alors, c'est comme vice-versa. Moi, je trouve ça Oui. extraordinaire. Merci beaucoup du partage. Daniel Virginie, ensuite Mariam. Ok. Moi, j'ai aussi aimé cette vidéo et je trouvais que l'activité était très engageante pour les élèves. Et en début de vidéo, il y a une des enseignantes qui avait déjà expliqué que dans dans leur région, il y avait plus d'élèves confortables en anglais. Donc, c'est comme, puisqu'ils sont confortables en anglais, ils ont eu une activité où ils allaient avoir l'occasion d'utiliser le langue, le langue de langue ressource, Dominante. voilà, dominante, Oui. et fait une activité avec la langue de scolarisation. Donc, ils étaient vraiment très engagés dans l'activité et j'ai vu que c'est une bonne idée. On pourrait copier l'activité en salle de Oui, classe. justement. Et puis, si vous voulez la refaire, sur le site d'Élodie, vous avez toute la ressource avec le petit texte aussi qui a été utilisé pour l'activité coopérative. Donc, vous avez toute la ressource. Vous pouvez juste faire du copier-coller. Et puis, oui, ce que je trouve bien, c'est qu'on a pu voir aussi des interactions langagières riches. Avez-vous vu quand ils étaient dans l'oral spontané, lorsqu'ils faisaient l'activité ensemble, comment est-ce qu'ils parlaient? Et puis, ils étaient vraiment intéressés à parler. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je regardais cette vidéo-là. Mariam et ensuite Stanislas. Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo. En gros, l'activité dans la vidéo, elle montrait exactement ce que c'était que l'approche plurilingue et la mise comment dire, matérialisation En œuvre. de l'approche plurilingue Oui. chez les élèves de façon spontanée en soi, puisqu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc ça, j'ai trouvé ça génial.
et aussi le fait que les élèves, ils peuvent ils peuvent co-construire la leçon ensemble avant même que la leçon soit donnée. Ils ont compris les valeurs grammaticales et la syntaxe en français, comparé à l'anglais, sans même comprendre, en fait, ou réaliser qu'ils avaient fait la leçon. Donc, c'est une approche que j'adore, j'utilise aussi. Je déteste leur faire de lecture ou quoi que ce soit. À travers les activités, il y a une petite introduction, ensuite, il y a l'activité, puis ils réalisent qu'au final, bah, c'est ça la leçon. Ok, j'ai appris. C'est à l'envers, mais c'est extraordinaire. Merci. Merci du partage. Oui, Stanislas. Oui, moi aussi, comme les autres, je trouve la stratégie, en tout cas, très intéressante et efficace, surtout dans les cadres de nos élèves ENA et PAF. Il ne faut pas oublier que beaucoup de ces élèves-là qui nous arrivent, ils ne parlent pas anglais, ils arrivent avec d'autres langues. D'autres langues et malheureusement, leurs parents aussi sont peu conversants en français. Alors, ces stratégies, si on pourrait bien l'expliquer aussi aux parents d'une façon ou d'une autre, ils pourront être très utiles dans l'apprentissage de leurs propres enfants. Je pense par exemple à, je sais pas moi, des correspondances avec leur langue. C'est-à-dire qu'aller au-delà de l'anglais, faire des congénères avec leur langue maternelle, impliquer les parents, je pense que ça sera très efficace parce que souvent nous demandons aux parents d'aider les enfants dans leurs travaux à la maison, dans le devoir. Mais voilà, voilà une stratégie qu'on pourra exploiter pour que les parents s'impliquent davantage. Voilà. En effet, justement, le petit garçon qui disait en arabe autobus, en français autobus, par exemple. Oui, c'était intéressant de voir comment justement il pouvait le matérialiser. Donc là, ce qu'on a observé, c'est vraiment l'intercompréhension. Donc, comprendre un texte en espagnol, en anglais, ici dans le cas où, grâce au... Non, un texte en français grâce aux connaissances en anglais, par exemple. Donc là, c'était un des piliers de l'approche plurilingue. Un autre pilier, c'est la comparaison entre les langues. Un troisième pilier, c'est le code switching, donc le passage d'une langue à une autre dans une conversation ou une tâche. Et la prochaine vidéo que j'aimerais qu'on regarde, c'est la mise en œuvre. Ici, ce n'est pas la mise en œuvre, mais c'est plus le produit final. Donc, dans cet extrait, on ne va pas voir le processus pour arriver à la production que l'on va voir. On va voir une production d'un kamishibai plurilingue. C'est quoi un kamishibai? Ben, c'est une technique de narration japonaise où l'on raconte une histoire à l'aide de planches illustrées insérées dans un butai. Un butai, c'est un petit théâtre. Chaque planche montre une image au public tandis que le texte se trouve au verso côté narrateur. Donc, dans l'extrait qu'on va regarder, qui dure environ 6 minutes, on va voir des enfants en train de raconter justement une histoire, qui vont présenter leur kamishibai. Et en fait, on a des indices qui nous permettent de savoir qu'est-ce que les mots parce que c'est en swahili et en français, qu'est-ce que les mots en swahili veulent dire. Ce que je trouve intéressant avec cette activité-là, c'est que les élèves sont ceux qui écrivent l'histoire. Donc, c'est une écriture collective d'une histoire qui va être lue soit à une classe voisine, soit lors d'un spectacle. Mais c'est tout un processus d'écriture qui est mené avec les élèves. Et sur le site La pédagogie sensible et adaptée à la culture, on a également la marche à suivre si on veut le faire dans notre salle de classe. Là, c'est l'activité comme je dis, la production finale qu'on va observer. Et c'est notre prochaine observation d'une pratique plurilingue. Je vais juste aller vous montrer où ça se trouve. Donc là, on a regardé une mise en œuvre. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un produit final de la mise en œuvre d'une pratique plurilingue. Donc, si vous allez, c'est un petit 10 minutes, vous allez cliquer sur courte séquence d'enseignement filmé, approche novatrice. C'est comme ça que le site l'a nommé, mais en fait, c'est juste ces deux petites filles qui nous racontent cette histoire à l'aide de leur butaille. On va aller l'écouter. C'est environ 7 minutes. Je vous ai mis 10 minutes juste parce que je me donne toujours un peu de temps de jeu, de problèmes techniques par-ci ou par-là. Donc, on se dit à 16h45.
J'ai l'impression que la plupart d'entre nous avons terminé le visionnement. J'ai failli Est-ce qu'on peut... applaudir quand ils ont dit la fin. Oui, hein, oui, oui, oui. On- J'avais on- l'impression d'être présent dans la classe avec les élèves et puis à l'accoutumée, tout le monde applaudit en fin de de prestation. présent. Oui, en effet, c'est vraiment beau. Et puis, en tout cas, je te laisse parler. Vas-y, Eric. Non, c'est correct, c'est correct. C'est une très belle stratégie, une très belle approche pour les élèves multiculturels, si on peut dire ainsi. Je trouve que ça les incite à partager leur expérience, leur vécu, à donner des images, et puis ça donne une certaine idée aux autres, aux natifs canadiens, de comprendre la culture, de comprendre le parcours de chacun d'eux. En tout cas, c'est une très Oui. très belle approche. Moi, en tout cas, je trouve que c'est très bon. Comme on le dit là, c'est un travail d'envergure. Oui, c'est un travail d'envergure, en effet. C'est un projet. Il y avait une compétition de Kamishibai qui était organisée par Elodie. Je ne sais pas si elle a toujours lieu, mais c'est vraiment un travail d'envergure et plusieurs classes pouvaient soumettre leurs projets. Et il y avait des projets gagnants avec des prix, justement. Et puis la thématique, il n'y avait pas de thématique spécifique, mais l'idée, c'était que les élèves puissent écrire une histoire collective et puis la raconter, se filmer. Donc, oui, c'est un beau travail d'envergure. Et puis, on peut travailler vraiment l'écriture, la communication orale et beaucoup d'autres habiletés. Euh, et puis, donc, la marche à suivre, comme je disais, si vous faites une petite recherche, Elodie, Kamishibai, vous avez différentes marches à suivre, différents projets qui peuvent vous inspirer si vous êtes prêt à vous lancer dans un projet comme celui-là. Oui, et puis oui, ce projet est très émotif parce qu'on peut voir comment les enfants racontent avec beaucoup de candeur toute la difficulté qu'ils ont vécue. Oui, en effet. L'un des points, excuse-moi, Oui, non, vas-y, je vas-y. monopolise pas la parole. Vous savez, parfois, c'est un peu plus difficile pour les élèves de le faire, je veux dire, sur une estrade, présenter micro devant une grande assemblée. Mais tel que ça a été présenté là, il y a un peu plus d'émotion, il y a une certaine aise pour tout âge, en tout cas, à mon avis. Pour des enfants qui savent lire en troisième, quatrième année, seraient capables de le faire. Même les plus grands aussi, hein, seraient Oui, capables de même des, présenter. Ouais. en effet, même des plus vieux. Donc, c'est ça. C'était un peu le but de vous présenter ce projet-là aussi. Donc là, on arrive pratiquement à la fin du webinaire, mais j'avais voulu vous montrer également, parce que dans le petit tableau, je vous ai montré les différents points. Il y en a plus que ça, mais les 4 points sur lesquels les approches plurilingues vont souvent s'appuyer pour aller développer des activités. Et là, j'aimerais qu'on regarde une petite activité de comparaison des langues. Et là, on va la faire avec la grammaire, l'enseignement de la grammaire. Et ensuite, je vous montrerai des ressources avec des activités clés en main. Donc, avez-vous déjà observé les élèves qui prononcent systématiquement le S au pluriel ou même le ENT? Mais ici, on va aller avec le S au pluriel, surtout quand ils vont dire les légumes. Des fois, on va les entendre dire ça. Que pourrait nous apprendre la comparaison entre les langues sur cette difficulté et puis une façon de le leur enseigner justement par la découverte? Alors, on pourrait leur montrer le mot livre, donc on va avec le groupe nominal. Ici, c'est juste le nom. On pourrait rajouter le déterminant, ce qui ne serait pas une mauvaise idée. Un livre ou bien le livre, les livres. Et puis, OK, j'en ai un, j'en ai deux. On leur fait observer. Ensuite, en anglais, on leur fait observer également et on leur fait dire, là, c'est en italien. Et on pourrait leur demander, et dans une autre langue de la classe. Et Pardon, là, on leur demande. Patricia, ton écran n'est pas partagé en ce moment. Oh mon Dieu, je m'excuse, merci, je recommence. Encore, encore, encore. OK, on recommence. Alors, je dis, oups, alors là, je suis allée plus loin. Merci. Alors, on pourrait donc aller leur montrer une image comme celle-ci. Le livre, les livres, et leur demander qu'est-ce qu'ils constatent. Donc là, ils font leur constat à l'oral. On peut les noter ou pas. On peut les prendre en note ou pas, mais idéalement, on les note. Ensuite, en anglais, qu'est-ce que tu observes? Là, ils font les constats, on les note également.
Là, en italien, libro, libri, on fait les constats et là, on leur demandait, et comment est-ce qu'on pourrait dire livre dans ta langue ou dans une langue que tu connais? Et on fait le livre au singulier et au pluriel dans cette langue-là et on observe donc tout ce qui change, tout ce qui est pareil, tout ce qui est différent on part du singulier au pluriel. Et là, on pourrait leur demander, lorsque je suis en français et que je dis livre au singulier et que je dis livre lorsqu'il y en a plusieurs, qu'est-ce que j'entends? Ben, j'entends livre et on fait les sons. Lorsque je suis en anglais, lorsque je dis book et je dis books, qu'est-ce que j'entends? Et là, on peut faire la phonétique, tous les sons qu'on entend et réaliser que, OK, en anglais, on entend le S. Et lorsque je suis en italien, libro, libri, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a aussi un changement à l'oral. Et là, revenir au français et leur faire réaliser que en français, en général, à l'oral, on, on voit la marque du pluriel à l'écrit, mais on ne l'entend pas. Alors que dans les autres langues, on voit la marque du pluriel et on l'entend. Et puis, ce serait une façon de leur montrer, ben, en français, le pluriel se voit mais ne s'entend pas. Et on est parti de la comparaison de langue, une activité assez simple pour leur expliquer. Et on pourrait faire la même activité justement pour l'accord du verbe avec son sujet où il prononce souvent, on va dire, Déborah et Madeleine mangeant des pommes. Et on pourrait faire la même activité justement de comparaison de langue pour leur montrer que souvent le pluriel, la marque du pluriel en français, oui, on l'écrit, mais on ne l'entend pas à l'oral. Ça pourrait être également, si je dis, il y a des mots aussi en français comme ça, il y a plusieurs mots en français où le pluriel justement ne s'entend pas. Ouais. Et cette règle s'applique justement. Donc, ce serait une façon de comparer les langues assez, je pense, accessible et abordable pour toute personne qui débute. Ça m'amène à vous montrer justement le guide d'initiation aux pratiques plurilingues qui nous propose des activités clés en main. Donc, quand je clique sur les activités clés en main, on a quelques activités que l'on peut aller explorer et mettre tout de suite en œuvre dans nos salles de classe. On a également l'enseignement plurilingue de la grammaire. Dans cette ressource également, on a des activités clés en main. Il faut juste que je retrouve où elles se trouvent. Ici. Ce sont des activités clés en main. Ces activités-là, ce sont des activités clés en main. On a aussi, je vous ai montré ça. Ah oui, ça c'est pas grand-chose, mais c'est comme ça peut être grand-chose si on accueille des élèves au stade de l'éveil. Ça vient du Québec. C'est des petites bulles de parole. Surtout pour nos élèves au stade de l'éveil, on peut les imprimer, les plastifier, les mettre sur un porte-clés, sur un petit anneau, et l'élève a des petites phrases qui l'aident à s'exprimer quand il vient, il commence tout de suite. Comme bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Au revoir, bonne journée, merci, bienvenue, de rien. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Je ne comprends pas, répète s'il te plaît. Donc, ces petites bulles-là pourraient être un beau petit référentiel pour nos élèves au palier de l'éveil. Donc, j'ai voulu les mettre également dans les ressources à partager. Voilà. Donc, ici s'achève notre webinaire, du moins ce que j'avais prévu. Comme activité asynchrone, ici, c'est l'article de Françoise Armand qui nous parle justement des approches plurilingues pour l'enseignement du vocabulaire. Ça nous explique en fait c'est quoi les approches plurilingues, qu'est-ce que ça vise, sur quoi est-ce qu'on devrait miser lorsqu'on enseigne le vocabulaire à nos élèves plurilingues. Et puis là, on a le petit article qui explique comment mettre en œuvre l'atelier formatif pour enseigner les éléments de l'oral donc je vous le montre tout de suite rapidement. Donc là, c'est l'article de Françoise Armand et Erika Maraillet. Donc, quelques principes clés de l'enseignement apprentissage du vocabulaire chez les élèves anglophones, bilingues et plurilingues. Donc, c'est aussi du pratico-pratique dans cet article-là. L'atelier formatif, c'est Christian Dumais qui nous dit comment ça se passe, qui nous explique comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre l'atelier formatif. Donc là, on a le petit gabarit. Donc, ça peut être en complément de la capsule vidéo. Et puis, oui, le site des approches plurilingues que je vous ai déjà montré, qui est là aussi, avec plusieurs ressources. Donc là, c'était ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Nous arrivons à la fin du webinaire.
La dernière fois, j'ai eu des questions qui m'ont permis encore d'aller ajouter. Je pense que tout le monde n'était pas là quand je faisais, mais c'était dans ce groupe ici, oui, que j'ai eu des questions et je vous remercie pour toutes vos questions parce que c'est fantastique de les avoir. Ça aide à préciser, à aller rajouter de l'information et améliorer la ressource et je vous en suis reconnaissante. Donc, si on retourne ici, je vous ai ajouté comme une espèce de ligne de temps. Déjà, vous aviez déjà qu'est-ce qui est à remettre avec des exemples. Mais ici, je vous ai ajouté une ligne de temps qui vous permet de visualiser si vous aviez besoin, si vous en avez besoin, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans vos slides, dans le fond, dans vos diapositives. Alors, le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 5, parce que normalement, avec une planification comme cela, avec partie d'un livre, on veut l'étaler sur 10 jours. Et on va choisir 2 notions parce qu'on sait que si je choisis beaucoup de notions, ben ça fait trop de choses à enseigner en trop peu de temps. Donc, il vaudrait mieux en choisir 2. La semaine 1, on enseigne une première notion, on la révise sous la forme d'enseignement explicite. La deuxième semaine, on en choisit une deuxième. Mais pour le besoin de la cause, je n'ai pas besoin que vous me mettiez tout ce que vous allez faire la deuxième semaine, mais la ligne de temps ici vous permet d'avoir une vue générale de ce que ça pourrait être si on l'avait fait sur 10 jours. Donc, je l'ai juste rajouté. Alors, je vais arrêter la présentation ici et je vais vous demander si vous avez des questions. Je suis disponible pour y répondre.